Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945 sur BB24. Il constitue une source de financement parmi tant d'autres. Une frange importante de la population a recours au crédit, les prêts bancaires. Quelle importance pour le développement, c'est à découvrir dans ce journal. Les panégyriques claniques, considérés comme un vivier de l'identité socioculturelle africaine, sont de plus en plus délaissés. Pourtant, c'est un patrimoine qui retrace les origines d'une famille. Censé porter des panégyriques, c'est à suivre dans cette édition. Les océans jouent un rôle fondamental dans la régulation du climat mondial et absorbent plus de 90% de l'excès de chaleur accumulé dans le système climatique. Que faire pour mieux les préserver? On en parle. Outre leurs propres fonds, les opérateurs économiques font souvent recours au crédit pour financer leurs entreprises. Et du fait de la forte demande, les banques ou encore les microfinances s'adaptent au fur et à mesure en proposant des produits correspondant aux besoins de la population. Vous est-il déjà arrivé de vous interroger sur l'impact probable du crédit bancaire sur le développement économique? Découvrons la réponse à travers ce reportage de Julie Setondi et Alessandra Tchoton. Le crédit bancaire est au cœur du fonctionnement de l'économie. Le crédit est une avance de fonds octroyée par un organisme financier aux personnes physiques ou morales qui ont un projet ou des besoins à financer. Prêt scolaire, crédit à la consommation, à l'investissement, il y en existe de plusieurs sortes selon le besoin auquel il s'adapte. La mise en place du crédit fait intervenir en principal deux acteurs, à savoir la banque et le demandeur. Mais il a une répercussion directe sur le développement économique. On a parlé par exemple tout à l'heure de crédit d'investissement. Lorsque l'entreprise a un nouveau projet, elle achète des équipements, elle essaie de recruter, vous voyez, des employés, elle fait tourner son activité en général. Elle paie les impôts. Du coup, l'État a de quoi financer, par exemple, la construction de routes, des hôpitaux, des écoles, ainsi de suite. Les conditions à l'octroi varient d'un établissement financier à un autre, mais reposent sur des critères communs. Pour qu'un crédit bancaire soit accordé à une entreprise, premièrement, il faut étudier le besoin de l'entreprise, voir si en accordant ce crédit à l'entreprise, est-ce qu'elle est capable de rembourser? Karim Madido, jeune opérateur économique, fait partie de ceux qui ont vu leurs affaires prospérer grâce au crédit. Mon premier crédit, je l'avais fait en 2010, suite à un marché public. Il faut dire, bon, quand si on se met la pression sur soi, on arrive à rembourser les crédits. Une pression qui fait défaut chez plusieurs. En témoignent des cas d'échecs observés dans la société. Les gens prennent le crédit, tout de suite on va s'acheter une maison, on va s'acheter un lopin de terre, mais au bout du rouleau, c'est le gaffe. On tombe du gouffre, la banque vous poursuit, c'est des saisies par-ci, saisies par-là. En réponse à ces craintes, voici les erreurs à ne pas commettre. Allez demander un crédit, c'est parce que vous avez un objectif à atteindre. Vous voulez financer, vous voulez mettre l'argent dans une activité. Cette activité va produire donc des marges bénéficiaires. Et c'est ça qu'il faut payer les intérêts et toutes les charges qui sont liées au crédit. Non seulement ça, il y a des fonctionnements internes de l'entreprise. Mais si la banque fixe un taux d'intérêt assez élevé, qui va vraiment vous empêcher de répondre aux autres charges, ce n'est plus rentable. Il va falloir que les opérateurs économiques essayent donc de faire ce calcul interne. Ne pas aller prendre des crédits parce qu'on veut de l'argent à chaud. Et en ce qui concerne les aspects à améliorer par les établissements financiers, le taux d'intérêt. Il va falloir aussi que les banques accélèrent le processus. Des fois, les crédits viennent en retard. Et ceci détruit le projet. Et puis, il faut obliger la banque à faire le suivi pour la réussite effective du projet. De telle manière que si le projet échoue, qu'on arrive à chercher pourquoi ça a échoué. Et aussi imputer les responsabilités à chacun. Ce dernier point rejoint la régulation qui est attendue de l'État,
qu'ils soient plus regardants en ce qui concerne les conditions générales appliquées par les banques. Des prêts bancaires, on parle à présent des panégyriques claniques. Aussi vieux que le monde, les panégyriques claniques sont considérés comme un des viviers de l'identité socioculturelle africaine, plus particulièrement béninoise. Aujourd'hui, de plus en plus délaissée, cette identité culturelle semble perdre de sa valeur et pourtant, c'est un patrimoine qui retrace les origines d'une famille et même d'une ethnie. Louis Koudogbo, Abibat Pio et Ulvaeus Balogun nous parlent ici du sens des panégyriques claniques et de leur importance. Ceci est l'une des formules les plus efficaces pour amadouer son conjoint ou sa conjointe et ramener la paix dans son couple en cas de discorde. Appelées panégyriques claniques, ces paroles élogieuses retracent les origines d'une famille ou d'une ethnie et varient d'une langue à une autre. Les panégyriques, c'est des paroles vivifiantes que vous sortez et vous adressez à une personne. Et cette parole permet à la personne, même si il est énervé, de changer de position, de pouvoir vous comprendre. Et surtout, ça se passe beaucoup plus dans les foyers. Parole louangeuse bienfaisante, le panégyrique clanique est d'une importance capitale dans les relations familiales. Cela permet d'identifier une personne, un individu dans son clan, dans sa famille. Grâce au panégyrique, vous savez à peu près ce qu'il faut manger, quel comportement avoir, ce qu'il faut dire, quand il faut le dire. Reconnue pour ses valeurs, cette identité culturelle est de plus en plus ignorée. Constat. Chez nous, dans la langue d'Idacha, on dit Omo Diagoun. Le panégyrique, ça signifie quoi? Non, je ne maîtrise rien ça. Je ne maîtrise rien. Je suis originaire d'Aguagon, à Rouantoun d'Akpanou, et tout fin Biaroum. Si j'étais averti d'avance, j'aurais pu aller plus en profondeur. Je suis d'Abomey, précisément de Seron. Naturellement, je ne peux pas réciter exactement ce que signifie mon panégyrique. Si maîtriser son panégyrique clanique fait partie de l'identité culturelle et sociétale, sa transmission de génération en génération devient alors impérieuse. Chaque fois qu'une maman a la possibilité d'informer, de chanter les louanges de cette famille dans laquelle elle est arrivée, elle participe déjà à la transmission de cette tradition, de cette richesse-là. Aujourd'hui, à l'école, c'est possible également d'insérer la communication sur les panégyriques en milieu scolaire, dès la base, c'est-à-dire dès le primaire. Au-delà de son caractère laudatif, les panégyriques claniques demeurent un patrimoine identitaire à préserver, vaille que vaille. Les océans jouent un rôle fondamental dans l'écosystème. Sans eux, il y aurait accélération du réchauffement climatique. Que fait donc pour mieux gérer les océans? La réponse dans cette interview. Les océans se portent très mal. Ça s'explique par le fait que nous-mêmes, nous polluons l'océan par les déchets d'origine terrestre. Les déchets que nous produisons dans toutes nos activités. Nous allons, disons, des plastiques, les batteries, les piles que nous jetons en mer, même si ce n'est pas directement en mer que nous jetons, disons, dans nos lagunes, dans nos lacs, et plus précisément dans le chenal. Nos océans sont vraiment en danger. C'est pourquoi il faut qu'aujourd'hui, tout le monde participe à la préservation de l'océan en gérant au mieux les déchets que nous utilisons, les déchets que nous générons. Les femmes doivent être impliquées davantage parce que si nous prenons les femmes, disons, intellectuelles par exemple, c'est-à-dire ceux qui ont des diplômes pour pouvoir exercer une activité, nous en avons très peu dans les activités liées aux travaux de la mer, c'est-à-dire les océanographes femmes, il en existe très peu.
Mais par contre, nous avons les maraîcheuses, c'est-à-dire les femmes qui traitent les produits halieutiques post-capture. Nous avons ces femmes-là qui sont là pour pouvoir traiter les produits et les mettre sur le marché. En général, il faut voir seulement notre berge lagunaire si vous allez à Dantokpa aujourd'hui. Et tout ça là, ça rentre dans la mer. Donc, si nous continuons ainsi à jeter les déchets, disons, dans nos plans d'eau intérieurs et dans les lagunes, ça veut dire que nous finirons vraiment par ne plus exister. Parce que si l'océan disparaît, ça veut dire que nous, si notre vie est hypothéquée, nous risquons de disparaître aussi. On parle d'électricité à présent en Afrique. 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité et la demande va continuer de croître. Selon une étude publiée dans une revue scientifique, le secteur de l'énergie en Afrique doit subir une transformation majeure afin de répondre aux besoins de la population croissante. Selon l'étude, la transformation du secteur énergétique en Afrique nécessitera d'abord l'introduction d'une combinaison d'incitation du côté de l'offre et de subventions du côté de la demande pour développer les marchés de l'électricité. L'étude recommande de numériser les outils de planification et de gestion du secteur énergétique afin de fournir une énergie abordable et toujours disponible. Rendons-nous à présent au Congo et plus précisément dans la province de Kasai oriental. L'industrie de diamants prospère dans les années 80 a aujourd'hui du mal à reprendre de l'élan. Suivons le reportage de nos confrères de France 24. Au Congo, la MIBA est célèbre. C'est la société en charge de l'extraction du diamant de la région du Kasai. Elle a été créée en 1961. La MIBA est détenue à 80% par l'État congolais et à 20% par une société de droit belge. Après des années difficiles, le gouvernement vient de réinjecter de l'argent dans l'entreprise. L'exploitation a repris envie de la relance avec l'apport du gouvernement, avec 5 millions de dollars. L'entreprise jadis florissante a été pillée pendant les guerres du Congo entre 1996 et 2003. Plus tard, elle a été criblée de dettes. D'anciens employés réclament toujours le versement de leur retraite. D'après plusieurs employés actuels, il y a de nombreux arriérés de salaire. Dans les années 1980, la MIBA faisait vivre 40 000 personnes. Aujourd'hui, on en est loin, mais l'entreprise espère petit à petit retrouver son lustre d'antan. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.